Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Les constructions modulaires ont fait leur apparition dans le paysage martiniquais, un produit de plus en plus prisé par les entreprises et les particuliers. Nous verrons pourquoi. Nous verrons aussi qu'au sein de l'entreprise Socacom, les techniciens sont polyvalents et contribuent au développement et au succès de la société. Comme chaque semaine, vous aurez droit à un bon plan pour découvrir ou redécouvrir une activité ou un concept original, sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. On les voit de plus en plus. Les constructions modulaires sont visibles partout chez nous, un succès indéniable que la société caribéenne de construction modulaire valorise à travers les produits qu'elle propose. En plus des entreprises ou autres collectivités, les particuliers peuvent aussi choisir une construction modulaire. Thomas Turard et François Brigitte. Ducos, quartier Bois-Rouge, la journée a déjà débuté depuis 2 heures pour Max et ses collègues. Ici, dans cette petite entreprise martiniquaise, on est spécialiste de la construction modulaire. De ce site sortent les parties qui seront assemblées pour créer des salles, des structures, des bureaux prêts à abriter, prêts à fonctionner. L'année dernière, ils étaient 7 de plus à travailler chez Socacom. Depuis, la crise est passée par là, provoquant un effondrement du chiffre d'affaires. Il est passé en 2008 de 8 millions d'euros à 3 millions d'euros en 2011. Socacom se porte mal. Alors, depuis 2008, le chiffre d'affaires a baissé, tout a baissé, on n'a plus de travail. Les collectivités ne donnent plus de travail. Le conseil régional, le département, on n'a plus rien à faire pour eux, alors que c'était des gros pourvoyeurs. Et donc Socacom se porte un peu comme l'économie mondiale et européenne, et pas bien quoi, si vous voulez. On a du mal à joindre les deux bouts. Avant on faisait entre 5, avec les collectivités, on faisait entre 5 et 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires avec eux par an, toutes collectivités confondues. Aujourd'hui, région, zéro, mais zéro, moins que zéro. Et département, si on fait 150 000 euros cette année-ci avec eux, c'est tout ce qu'on va faire. Si l'activité est en chute libre, le concept du modulaire continue à plaire. Le groupe réussit tant bien que mal à décrocher des appels d'offres, comme cette construction de bureaux à Sainte-Luce pour l'Espace Sud. La construction modulaire ayant plusieurs avantages sur le bâti. En faisant passer le câble dans la fissure là, entre les deux, et puis voilà, l'éclairage est bon. Nous sommes sur un terrain privé. Nous étions à la recherche de locaux, c'était difficile d'en trouver dans le coin, donc le propriétaire nous a proposé de nous mettre à disposition ce terrain, donc nous avons construit. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, c'est en fin de bail, dans 3 ans, 4 ans, de remettre le terrain en l'état. L'avantage économique, c'est que le coût de la construction est moins élevé qu'une construction traditionnelle, et puis le deuxième avantage, qui n'est pas des moindres, c'est la rapidité d'exécution. Donc ces bureaux ont été réalisés en 2 mois à peine. La rapidité et le coût, ce sont 2 critères avec lesquels le groupe veut attirer la clientèle particulière. Depuis 1 an, Socacom propose la construction d'une maison individuelle à bas prix. Pour moins de 65 000 euros, vous pouvez vous payer votre maison type F3. Ce nouveau produit devrait permettre le redémarrage de l'activité. Ça a l'air de vouloir un petit peu démarrer, parce que ça a été les gens, bon d'abord les gens, il fallait habituer la clientèle à ce nouveau style de produit, parce que pour eux, un produit qui est pas cher, pour eux c'est pas bon. Bon, ben, à présent ça commence à venir, donc là on a quelques dossiers en cours pour la fin de l'année. Monsieur Arrêté, oui. Moi je dis si je veux c'est livré. Pourquoi c'est livré? On est très sollicité, beaucoup de gens sont très curieux, donc on a énormément de demandes. On a à peu près entre une quinzaine de visites par jour, donc des gens qui viennent donc avoir des renseignements et visiter la maison. Donc les gens, non, au contraire, ils sont très intéressés. Du côté des entrepreneurs classiques du BTP, l'arrivée de ce nouveau concurrent est observée, mais ne suscite pas d'inquiétude particulière. Moi, cela ne me fait pas peur dans la mesure où je sais qu'il y a une grande
partie de la clientèle où je ne peux pas servir parce que mon produit commence à partir de 90 000 €. Et lui, s'il peut descendre à 50 000 €, bon, ces gens-là pourront avoir une maison et être propriétaires. Mais il faut que son produit offre toutes les garanties que la loi demande. Enfin, autre débouché, ces nouvelles habitations modulaires pourraient être une réponse à l'habitat insalubre. La mairie du Robert serait en discussion pour la réalisation de 8 maisonnettes à bas coût. Et pour parler de ce concept original, avec nous, monsieur Raymond-Hugues Despointes, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'être là. Alors, un concept original, on l'a dit, peut-être qu'il faut revenir sur l'historique de cette aventure. Oui. Socacom, c'est une société qu'on a créée en 1995, suite à un déplacement que j'avais fait à la Guadeloupe à l'époque, où le groupe Gouillet, qui s'était installé du côté de Saint-François, avait acheté chez un fournisseur en France des bungalows de ce style-là. Donc j'ai pris l'adresse, j'ai été voir le monsieur en question, et on est devenus amis, et j'ai tropicalisé le concept à ce moment-là. Alors, quelles sont les raisons du succès? Est-ce qu'elles sont d'ordre économique, d'ordre pratique? Alors, il y a l'ordre économique, bien sûr. Il y a la rapidité d'exécution, pratique, parce que c'est modulaire, donc on peut aujourd'hui mettre ça et demain rajouter indéfiniment, comme on a fait pour beaucoup de nos clients. Mais est-ce que dans ce cas précis, rapidité rime avec qualité? Bien sûr. Parce que, pas parce que c'est rapide que c'est pas de très bonne qualité. On a des produits maintenant qui ont 18-19 ans, puisque avant de construire ici, je recevais en kit, si vous voulez. Et donc on a des produits qui ont 18-19 ans maintenant et qui sont toujours vivants et bien vivants, je peux vous dire. D'accord. Est-ce que vous disposez de normes de qualité? Normes de qualité, normes anti au niveau cyclone, tremblement de terre, bien sûr, puisque tous nos bâtiments sont contrôlés par des bureaux de contrôle style Veritas, Socotec, Anti-Contrôle et tous les bureaux de la place. Et donc, bien sûr qu'on est aux normes parfaites. Ce sont des questions que vous posent les clients généralement quand ils sont en prospection? Bien sûr, parce que le client, il a besoin d'être rassuré. Hein, il achète quelque chose, déjà on lui dit que ça ressemble à un conteneur. Donc ça, bon, c'est la déformation de ce produit, malheureusement. Est-ce que cette image a changé, selon vous? L'image a énormément changé, parce que, si vous voulez, on s'est beaucoup battu pour sortir de ce concept de conteneur, parce que tout est fabriqué sur place. On est les seuls, d'ailleurs, à fabriquer tout sur place. Les concurrents ne fabriquent pas sur place, ils reçoivent de la marchandise déjà toute prémontée en... D'autant qu'il y a des formes de plus en plus originales. Hein. Alors, on va parler des maisons tout à l'heure, mais on a vu, on va appeler ça un bâtiment, hein, sur deux étages. C'est les bureaux administratifs de l'espace sud qui ont été faits à Sainte-Luce. Et comme dit M. Mancé, c'est un bâtiment qui a été réalisé en 2 mois, là, celui qui est à l'image là. Et c'est original. On a également fait pas mal ces derniers temps de bâtiments avec les architectes, chose qu'on ne faisait pas avant. L'architecte a commencé à comprendre que la construction modulaire, ce n'est pas tout simplement un conteneur qu'on reçoit, qu'on modifie, qu'on ceci, qu'on cela. Et en termes de sécurité, quels sont les éléments mis en avant? Sécurité à quel niveau? Au niveau de la... Ben, quand on habite, quand on occupe ces locaux, que ce soit pour y vivre ou pour travailler, est-ce qu'en termes de sécurité pour le vol, le cambriolage, il y a certaines garanties qui sont... Vous avez vu, il y a des baraudages qui sont faits, comme vous voyez là, qui sont des baraudages en acier plein, je veux dire, donc ça sécurise pas mal le bâtiment. Bien sûr, vous savez que les voleurs, ils sont plus malins que tout le monde, et quand ils veulent rentrer, ils rentrent. Hein, le risque zéro n'existe pas? Non, pas du tout. Et en termes de solidité, parce que d'aucuns pourraient vous demander, est-ce que c'est solide, tout simplement? Je vis dans mes bureaux depuis 17 ans, depuis 1995, nous vivons dans nos bureaux, tous mes collaborateurs et moi, c'est des bureaux dans lesquels on vit depuis 17 ans. Bon. Il n'y a pas de problème majeur. Hein. Un concept qui a beaucoup évolué, hein, vous le disiez. Oui. Maintenant, vous proposez des maisons. Voilà. Tout simplement, on peut y vivre. Qu'est-ce qui a motivé un petit peu cette évolution? Est-ce qu'il y avait une demande? Il n'y avait pas de demande particulière. C'est à la suite de discussions avec beaucoup de personnes qui m'ont dit « Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Alors, je dis « Bon, écoute, à l'époque, quand on avait un volume de travail assez important, on ne s'était pas trop penché là-dessus. La crise nous a fait réfléchir beaucoup à ça et on a fait un premier concept de petite maison, style F2, F3. Et donc on a commencé à en vendre quelques-unes. Mais ça a été quand même assez difficile parce que, si vous voulez, quand on passe du concept de construction modulaire, qu'on prend, qu'on dépose clac, et qu'une maison où il faut aller voir le maire, déposer un permis de construire, déjà,
on a beaucoup plus de temps pour réaliser le projet. Et comment ça évolue aujourd'hui? Il y a de plus en plus de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Parce que votre collaboratrice parlait d'une quinzaine de visites par jour. Oui. Mais est-ce que tout cela se concrétise par... Non, il y a beaucoup de touristes, comme on dit, malheureusement. Bon, les gens sont curieux, c'est bien, parce qu'ils en parlent. S'ils viennent voir, c'est qu'on leur en a parlé, ils vont en parler, donc c'est pas négatif à 100%. Mais la concrétisation n'est pas encore ce que j'espérais. Bon, on va faire le salon de l'habitat, on va beaucoup communiquer sur les maisons modulaires, en espérant que ça va changer la donne. Alors, un regard maintenant sur le monde de l'industrie. Le chiffre d'affaires de l'industrie en Martinique a progressé de 5% en un an, passant de 1,2 milliard à 1,3 milliard d'euros. Est-ce que c'est une donnée rassurante dans un contexte économique que certains qualifient d'inquiétant, M. Despointes? Bien sûr. Bien sûr, ça prouve qu'il y a des entreprises qui sortent de l'épingle du jeu. Ça prouve également aussi qu'il y en a peut-être d'autres avec des produits innovants qui sont rentrés sur le marché. C'est très bien, plus il y a de gens, plus ça fait du travail. Ça faut dire qu'ils ont envie de se battre. Oui, mais nous avons envie de nous battre. Nous avons des idées, si vous voulez, pour aller de l'avant. Mais c'est très difficile en ce moment, parce que bon, nos amis les banquiers, vous savez comment ils sont ici. Et puis en plus, on n'a pas, les aides sont de plus en plus difficiles. C'est un regard très critique que vous portez sur le monde de l'économie, sur le développement, l'évolution de l'économie. J'ai vu beaucoup de choses en 44 ans d'exercice. Beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions. La défiscalisation a fait beaucoup de bien en Martinique, beaucoup de mal aussi. Donc j'ai un regard là-dessus qui malheureusement, on a un peu arrêté la défisque, c'est ce que je voulais dire, et ça aurait beaucoup aidé l'économie au jour d'aujourd'hui. Bon, mais j'ai peur de l'avenir dans la mesure où quand je vois une entreprise comme la mienne qui est... On attend 15 jours ou 3 semaines pour avoir du boulot, c'est très pénible. Contexte difficile. Ah oui, c'est très difficile. Ce n'est pas des situations agréables. En fait. Alors, autre chiffre, la part de l'industrie dans le produit industriel brut en 2005 représentait 8% face à des secteurs comme les services administratifs ou encore les services à un niveau plus élevé. Comment peut-on développer le secteur de l'industrie en Martinique, selon vous, M. Despointes? Il y a 500 000 choses à faire dans l'industrie à la Martinique. Moi, personnellement, j'ai des idées. Mais dans un contexte... Qu'est-ce qui vous manque? Les moyens? Beaucoup de moyens. Et puis, c'est pas ça, il faut qu'on soit rassuré. Quand on investit, un investissement industriel, c'est tout de suite lourd. Ça dépasse... Un petit investissement industriel, c'est 500 000 euros, 600 000 euros, sans l'achat de terrain, sans l'achat de rien du tout. Quand vous commencez à rentrer dans des gros chiffres de montant d'investissement, avant de se jeter à l'eau, on réfléchit à 10 fois pour ne pas avoir 3 ans après à fermer la boîte et à remettre encore du monde sur le marché. Donc le développement de l'industrie passe selon vous par quoi? L'innovation, par exemple? L'innovation et aussi les aides publiques qu'on n'a pas, quoi, pour pouvoir aider les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont plein d'idées, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas accompagnés. Une autre donnée encore, quand on regarde la taille des établissements industriels, on constate que les entreprises individuelles sont plus nombreuses, arrivent ensuite les petites entreprises de 1 à 9 salariés. Monsieur Hugues Despointes, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la gestion d'un établissement industriel? Les charges. Les charges. Les charges d'ordre salarial? Les charges sociales, les charges salariales, les charges... toutes les charges en général. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le jeune qui veut se lancer, il a encore des raisons d'espérer? Quand vous analysez un petit peu la situation actuelle? Oui, mais il ne faut pas être négatif à 100%. Mais il faut aider les jeunes. Il faut les en formation, en aide financière. C'est surtout formation et aide financière. Et puis un peu de motivation, un peu beaucoup. La motivation, en général, les jeunes l'ont. Mais quand ils viennent me voir. Parfois, il y en a qui viennent me voir. Quand je commence à leur énumérer ce qu'il faut faire avant d'arriver à une entreprise, il y a de quoi décourager. C'est un machin épouvantable. Le circuit administratif qu'il faut faire pour qu'un jeune de 20-22 ans arrive à avoir, entre le moment où il décide et le moment où il concrétise, il se passe 6 mois, 7 mois, 8 mois, au parcours du combattant. Et moi, je veux vous dire, plus que le parcours du combattant, hein, c'est le parcours de marine souvent. Hein. Les marines, comme on dit, c'est dur. Donc souvent, à mi-chemin, ils abandonnent. J'ai le cas d'un jeune qui est passé chez vous, un jeune, parce qu'il est plus jeune que moi, qui est passé chez vous il n'y a pas longtemps, il est venu me voir à mon bureau hier, il m'a dit j'arrête. J'arrête. Un invité récent de Libreco. Un récent de Libreco qui est passé, qui m'a dit bon, j'arrête. Je lui ai dit n'arrête pas, attends encore un peu.
Tu n'es pas au point d'aller voir Bess ou un autre, enfin les gars du tribunal de commerce. Attends, toute la journée. Vous l'avez encouragé d'une certaine manière. J'ai beaucoup de jeunes comme ça qui viennent me voir, qui ont envie de jeter l'éponge, mais qu'on essaie de maintenir à flot. Et c'est pas évident du tout. Alors, depuis 17 ans, en tout cas, Socacom a trouvé la bonne formule pour son organisation, des techniciens polyvalents dans les ateliers et un partenariat fidèle et infaillible avec des sous-traitants. Notre équipe nous emmène à la découverte de ceux qui font l'entreprise. Ne vous y trompez pas, ce technicien qui s'affaire avant de partir sur le chantier ne fait pas partie de l'entreprise, mais la connaît sur le bout des doigts. Depuis plus de 15 ans, Socacom a lié des liens très étroits avec plusieurs petites entreprises qui sous-traitent une partie du travail. Employé de Thierry Lusieux, patron de Passionélec, José Biorba participe à sa façon à l'activité de Socacom. Nous sommes une entreprise, on peut tout faire. L'année dernière, bon, ça a été léger un petit peu. Bon, ça commence à reprendre, mais on verra. Et pour éviter d'être trop dépendant de la seule activité de Socacom, le sous-traitant se doit d'avoir plusieurs flèches à son arc. C'est quand même un peu dur à trouver quand même, mais on essaie. On essaie, comme je vous ai dit, dès qu'on sait tout faire, il n'y a pas de souci. Le problème, il faut être polyvalent. Et moi, mon problème, c'est ça. Je suis polyvalent. Si José est multitâche aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Le destin a forcé les choses. Mon vrai métier, c'était l'électricité. Électricien, et là j'avais eu des soucis avec un patron à un moment, j'ai changé de boulot, et là il y a quelqu'un qui a rencontré Passionélec, Thierry, il travaillait tout seul, et puis il m'a demandé de venir travailler avec lui. Il y a des endroits qui sont mieux collés que d'autres, c'est pour ça peut-être que ça fait ça. À ses côtés, Géraldine Marie n'a pas à rougir. Elle aussi possède plusieurs casquettes, commercial, chef de projet, conducteur de travaux. Beaucoup de travail pour cet autodidacte embauché il y a tout juste un an. Sur Dom Emploi, où qui cherchait, il y a une société, en fait je ne savais pas que c'était Socacom, une société qui recherchait un commercial. J'ai postulé donc, par le biais d'une agence de recrutement. Et à l'issue de cet entretien, donc j'ai été embauchée. Voilà. Le profil du poste me plaisait, donc c'était dans le BTP, et c'est après que j'ai su que c'était pour Socacom. Désormais, son but avoué, c'est de faire son trou dans le BTP, un secteur qui la passionne. Mon ambition personnelle, c'est d'acquérir une expérience dans le BTP. En fait, la personne que j'ai remplacée à Socacom, qui est restée pendant un petit peu plus de 10 ans, a commencé comme magasinier, et a fini est devenu chef de projet et aujourd'hui dirige une société et j'espère sincèrement suivre le même chemin que lui. En fait, c'est mon objectif. La réussite de cet objectif devrait passer en partie par le succès que pourrait remporter le nouveau concept de maison modulaire proposé exclusivement par Socacom. Alors, monsieur Hugues Despointes, on a vu une équipe extrêmement motivée, au combat, comme on dit chez nous. Comment parvenir à maintenir ce dynamisme dans un contexte économique, celui que vous évoquiez tout à l'heure, pas forcément évident? On arrive à maintenir ce dynamisme parce que ce sont des gens qui travaillent avec moi, comme ils l'ont dit, depuis 15 ans, et ils n'ont jamais eu de soucis pour être payés à la fin du mois, pour ceci. Et si vous voulez, en même temps, ils ont été formés, parce que tout ce que vous voyez là, Thierry et son équipe, c'était un électricien. Maintenant, vous avez vu, ils posent du tapis, ils posent du modulaire, ils font de l'électricité, ils soudent, ils font un peu de tout. Et tout ce que, comme j'ai toujours dit dès le départ, tout ce qui est travaux extérieurs, je ne voulais pas que les employés de l'usine sortent de l'usine. Donc j'ai toujours sous-traité tous les travaux extérieurs de l'entreprise. Et donc depuis 15 ans, tout ce qui est travaux extérieurs ont été faits par Thierry Lusieux pour la pose, l'électricité et autres. La climatisation par un dénommé Fred Poulain qui travaille avec moi depuis très longtemps aussi. Donc tout est dans la coordination en fait. Tout est dans la coordination et ils sont tellement habitués à travailler avec nous que, si vous voulez, l'organisation est tellement rodée qu'on n'a presque plus à intervenir, quoi. Simplement, ils sont habitués, ils connaissent le produit, ils connaissent la façon de faire de l'entreprise et tout. Et c'est des gens à qui je fais une grande confiance. Par exemple, parce que c'est des gens de confiance, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont sérieux au travail et on l'a bien vu, visiblement. On n'a pas beaucoup de soucis avec eux, il y a très peu de retours et ça c'est le primordial pour une entreprise quand il n'y a pas de retour. Hein. Vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure pour évoquer les projets de votre entreprise, mais avant, comme chaque semaine, on analyse en détail un chiffre relatif à la vie économique de notre île. C'est parti.
Un chiffre plutôt bon et optimiste sur les performances de l'industrie touristique en Martinique. Car si les touristes ont été plus enclins à dépenser, plus 5,8% de dépenses en plus qu'en 2010, ils sont aussi restés un peu plus longtemps dans notre région, avec des séjours plus longs qu'en 2011. En effet, le nombre de nuitées a progressé de 3% par rapport à 2010. Le tableau est-il idyllique pour autant? Pas vraiment. L'ombre, c'est la fréquentation des hôtels en berne, car si ces touristes sont restés plus longtemps, ils sont de moins en moins nombreux à avoir fréquenté les hôtels de la Martinique. Quant à la croisière, elle enregistre une chute spectaculaire. Le nombre d'escales a chuté de 38% en un an. Bref, un texte difficile malgré les efforts du comité martiniquais du tourisme pour redorer le blason de notre destination. Des efforts à poursuivre, des solutions d'urgence à trouver pour éviter le marasme du secteur en Martinique. Allez, tout à fait autre chose à présent, un concept original, un porteur de projet. Le bon plan de la semaine met en lumière une activité, un produit, découverte maintenant dans Libre Éco. Cap sur les Trois-Îlets au village de la Poterie. Abritée par le concept store du Laurier des Andes, une nouvelle venue, Sandra Robin. Son idée, ouvrir le premier dépôt-vente en ligne de vêtements d'occasion de Martinique. Pour cette passionnée de mode, il s'agissait d'abord de revendre les vêtements qu'elle ne portait plus. Moi-même, j'avais des vêtements, notamment des jeans de marque ou des choses comme ça, que j'avais envie de vendre et que j'avais pas envie de vendre 20 € dans une braderie. Ça a un prix quand même au départ, donc le but c'était de s'y retrouver. Donc l'idée a mûri petit à petit, je me suis renseignée, il n'y en avait pas du tout en Martinique et en Guadeloupe. En véritable fashion victime, Sandra achetait beaucoup sur Internet. Mais lorsqu'elle recevait ses colis, la facture était plus lourde que prévu. L'intérêt de créer un dressing local, c'était pour la simple et bonne raison que, par exemple, un sac comme celui-ci, qui a été acheté sur un site spécialisé en métropole, il m'a coûté 500 €. Donc jusque-là, en fait, je fais une bonne affaire, tout va bien. En revanche, on y ajoute 20 € de frais de port, ce qui paraît assez logique puisqu'on est quand même très loin. Mais par contre, la mauvaise surprise à l'arrivée, c'est 80 € d'octroi de mer sur un produit d'occasion. Donc à partir de là, si on y réfléchit et si on fait le calcul, ça nous fait une facture de 600 €, ce qui se rapproche donc du prix de vente d'un neuf sur le site Vuitton. Hors tous les frais qui vont venir s'y ajouter. Ça devient plus une bonne affaire. Pour éviter les taxes en cascade et les mauvaises surprises, Sandra a une idée. Le but du jeu, c'était vraiment de faire tourner le stock entre la Martinique, la Guadeloupe, voilà, un site dédié aux Antilles. Le stock vient d'ici et on le fait circuler ici. En juin dernier, Sandra décide de lancer son site internet. Le dressing des îles est né. Le succès est immédiat. En seulement 3 mois, elle met 200 articles en ligne. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Il n'y a pas de critères particuliers, les marques non plus, puisqu'on oscille entre de très grandes marques, notamment, voilà, j'ai une robe de marque Valentino, des produits Givenchy, des sacs Vuitton, voilà. Et après, on a des choses un petit peu plus communes, on va dire, comme des jeans diesel notamment. Et après, je peux vous donner complètement l'exemple d'une robe comme celle-ci, qui est une robe de marque Bershka, qui n'est absolument pas une grande marque, mais c'est un produit neuf, qui est de très bonne qualité. Donc on s'adresse vraiment à tout public, n'importe qui peut venir déposer dans la mesure où il a quelque chose de neuf ou en très bon état. Si vous souhaitez vendre vos vêtements via le dressing des îles, il faut commencer par prendre rendez-vous. On contrôle le vêtement, donc pour voir si on est bien d'accord sur la qualité du produit avec la déposante dès le départ. C'est parfait, je vais prendre ça, pas de problème. Hop. Ensuite on fixe ensemble un prix, ensuite je le prends en photo, je lui fais une étiquette et il est rangé dans le dressing, voilà. Alors les clients peuvent les acheter directement sur le site, justement avec un règlement sécurisé via PayPal, donc sans aucun souci. Sinon, il y a possibilité éventuellement de prendre un rendez-vous. Je reçois, si quelqu'un souhaite voir un article pour la Martinique en tout cas, puisque je suis présente actuellement en Martinique, voilà, il y a tout à fait possibilité de voir les articles. Alors en fait, là je vérifie que le produit est en parfait état, qu'il est prêt à être envoyé de façon à ce qu'il soit bien conforme à sa description sur le site en fait. Aujourd'hui, le dressing des îles a réalisé 30 ventes, sur lesquelles Sandra prend une commission de 15%. Le site ne lui permet pas encore de dégager un revenu suffisant. Actuellement, c'est un démarrage, donc je n'en vis absolument pas. Ça reste une activité secondaire. Mais à terme, si ça se développe et si c'est amené à se développer, c'est quelque chose que j'ai envie d'entretenir parce que c'est quelque chose qui manque ici. Et je pense aujourd'hui qu'il y a un réel marché et qu'il y a un réel besoin. C'est pas parce qu'on est loin qu'on doit être sevré de mode ou de luxe à petit prix. Voilà, on y a droit aussi. Le 8 décembre prochain, Sandra organise une vente privée exceptionnelle au Laurier des Andes. Mesdames, à vos agendas. Et l'on arrive quasiment à la fin de cette émission. Monsieur Hugues Despointes, les perspectives, le projet de développement pour votre société?
La perspective principale au jour d'aujourd'hui, c'est la maison modulaire que je veux développer au maximum. Et essayer aussi de développer, de chercher autre chose pour pouvoir pérenniser l'entreprise. Parce que moi, bien sûr, je ne suis pas éternel, donc bientôt je partirai à la retraite. J'aimerais laisser une entreprise florissante pour celui qui prendra la relève. Puis maintenir le cap pour vos collaborateurs, je suppose. Surtout le cap pour mes collaborateurs, sachant très bien que je ne serai pas, même si je ne suis plus dans l'entreprise, je ne serai pas loin d'eux, parce que je ne veux pas laisser mon pays pour rien au monde. Et puis surtout qu'on essaie de trouver d'autres produits pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, pérenniser l'entreprise. En tout cas, merci d'être venu nous parler de votre société. Vous saluerez vos collaborateurs. Bon courage, évidemment, à toute cette fine équipe. C'est pas évident, vous le disiez, mais on vous souhaite le meilleur, en tout cas. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, l'actu Contact Entreprise, comme chaque semaine. Ce mercredi 31 octobre à 10h, Max Morinière, président de la Ligue de Martinique d'athlétisme, et Emmanuel de Rénal, président de Contact Entreprise, procéderont à la signature d'une convention de partenariat entre leurs organisations respectives. Contact Entreprise participera cette année à l'organisation d'un challenge inter-entreprise au sein de la course du souvenir et se chargera donc de l'inscription des équipes d'entreprise auxquelles sera ouverte pour la première fois la participation à cette superbe compétition. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Passez une excellente soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.